Bonjour mes élèves, je continue la partie de la sécurité des personnes et des biens, la deuxième partie. Paramètres à prendre en compte pour l'évaluation des risques. Donc, lorsque quelqu'un lui arrive un choc électrique, il y a 4 paramètres qui entrent en jeu. Ici, c'est le courant qui circule dans le corps humain, c'est le courant de choc. Ici, c'est la tension appliquée au corps humain. Et R, la résistance du corps humain. Et le quatrième paramètre, c'est le temps de passage du courant dans le corps humain. On va voir les relations, ou bien quelques fonctions entre ces 4 paramètres. La première fonction, c'est le temps de passage du courant en fonction de la valeur du courant de choc. La norme définit 4 zones. Là, on a le temps en millisecondes, et là, sur l'axe des X, le courant en milliampères. La zone 1, de 0,1 jusqu'à 0,5 milliampères. Si le courant est inférieur au seuil de 0,5 milliampères, donc c'est une zone de perception, pas de problème, aucun danger sur le corps humain. La deuxième zone peut avoir une contraction musculaire et une tétanisation. La troisième zone, entre ces deux courbes-là, donc paralyser les muscles respiratoires, donc les dangers commencent à s'aggraver. Donc la victime a besoin d'une respiration artificielle. Donc, si la victime tombe ou bien chute, il faut la plonger sur le sol. Il va faire des respirations artificielles, soit bouche à bouche, bien bouche à nez. Donc, le plus important, c'est l'oxygène. Quatrième zone, possibilité de fibrillation ventriculaire. Donc, le problème s'aggrave en plus. Donc, 50%. Si la fibrillation ventriculaire est inférieure à 50%, pas de problème. Toujours, la victime, il veut faire une défibrillation. Ça veut dire, il veut faire du pompage pour aider le cœur à continuer son fonctionnement pour diffuser le sang et l'oxygène vers les autres organes. Cinquième zone, supérieure, la possibilité de fibrillation ventriculaire est supérieure à 50%. Le problème atteint le cerveau. Donc, la victime, elle perd le contrôle. S'il n'y a pas des interventions urgentes, ça peut y arriver, la mort. Maintenant, on va expliquer le code de sécurité, temps de sécurité, en fonction du courant, ou bien la tension de choc dans ce cas. Donc la norme NF 5100, NF norme française, c'est 1500, c'est la communauté chargée par la sécurité des personnes et des biens dans le domaine de l'électricité. Elle a défini 3 cours, ou bien 3 potentielles limites de sécurité à ne pas dépasser. Si vous êtes dans un local sec, il ne faut pas que la tension ou le potentiel de choc dépasse UL égale à 50 volts. Si vous êtes dans un local mouillé, c'est comme ça qu'on comprend les choses, il ne faut pas que le potentiel de choc dépasse 25 volts. Si vous êtes dans un local émergé, il faut que le potentiel de choc ne dépasse pas 12 volts. Donc, les gens responsables, ils ont posé 3 courbes, temps de sécurité en fonction de la tension de choc, paramétré par le potentiel limite de sécurité. Comme exemple, comment on utilise ces courbes? Lors d'un défaut dans un local sec, lorsqu'on dit local sec, il faut penser immédiatement au potentiel UL, limite de sécurité 50 volts. Si la tension de contact vient de choc, ça veut dire si quelqu'un lui arrive un choc électrique sous un potentiel de choc 100 volts,
Au bout de combien de temps le corps humain il va résister sans aucun danger. C'est comme ça qu'on comprend les choses. Donc, d'après les courbes, local sec, 50 volts. Je vais lire sur la courbe du paramètre 50 volts, PL 50 volts. Je cherche ici, sur l'axe des X, où se trouve ici 100 volts. Voilà 100 volts. Faites attention ici, l'axe des X, c'est même l'axe de temps, des Y. Les deux axes sont logarithmiques, ne sont pas linéaires. Donc, 100 volts, intersection avec la courbe 50 volts, droite horizontale, je trouve le temps de sécurité, limite, à ne pas dépasser. Voilà, 0,35 secondes, ça veut dire 350 millisecondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, cette personne qui a été électrisée sous un potentiel de 100 volts, dans un local sec, pour qu'il ne subira aucun danger, il faut que le temps de passage du courant de choc ne dépasse pas 0,35 secondes. Voilà. S'il dépasse ce temps, bien sûr, il va subir des effets physiologiques sur le corps humain. Bien. Maintenant, les formes, il faut comprendre les formes d'accident. Pourquoi faire? Comprendre les formes d'accident pour résoudre le problème, ça veut dire pour remédier à résoudre les causes des accidents d'électrisation ou bien des chocs électriques. Source d'énergie électrique. Sans contact ou bien par amorçage. Accident par amorçage. Ce cas, on le trouve surtout dans les hautes tensions et les très hautes tensions. Donc, la personne pourra être électrisée à distance, sans aucun contact. Contact direct. Cette personne, elle touche une phase partielle active. Il est en contact avec la Terre. Donc, il lui arrivera un choc électrique. Cette personne, elle touche la phase et le neutre. Même s'il est isolé de la Terre, il va y avoir un choc électrique. Bien sûr, si quelqu'un est soumis entre la phase et le neutre, aucun appareil de protection ne le protège dans ce cas. D'accord? Donc, je reviens dans ce cas. La personne touche la phase. Le courant, il va traverser le corps humain vers la Terre. Vous allez me dire que la Terre, comment le courant circule dans la Terre? Oui, c'est vrai. La Terre elle se comporte comme un grand récepteur des charges électriques. Donc la Terre, c'est un conducteur du courant électrique. Bien sûr, sous certaines résistances. Et la résistance de Terre, ça se diffère d'une zone à l'autre. Le retour, vous allez me dire où va se retourner le courant. Le retour, vous savez bien que les gens de l'ONE, toujours dans les postes de distribution moyenne tension et basse tension, ils relient le neutre transformateur vers la Terre. Donc, deux prises de Terre. Prise de terre des neutres et prise de terre des masses. Voilà, par exemple, ça c'est un récepteur. C'est, par exemple, là c'est une phase, et là c'est le neutre. Si quelqu'un, par exemple, là, il y a un défaut d'isolement, la phase touche la masse du récepteur, donc le courant, il va circuler, le courant de défaut, il va circuler à travers le fil de protection électrique. La Terre, elle revient en neutre. Le circuit est fermé. Dans ce cas, s'il n'y a pas de fil, juste pour vous expliquer le passage du courant, si quelqu'un
touche la masse dans ce cas. D'accord? Donc, le courant il va traverser le corps humain et il va se retourner à travers la Terre vers le nôtre. Donc là, il va être électrocuté. Contact indirect. Contact indirect, si une phase touche la masse, la personne touche la masse. Donc il y aura contact indirectement à travers la masse. D'accord? De même, cette personne-là, elle touche les deux masses. Elle touche les deux masses. Et la phase, les deux phases ou les deux conducteurs touchent, ou bien, avec sous un défaut d'isolement, ils touchent la masse. Donc, si la différence de potentiel entre les deux masses différente de 0, donc la personne elle sera électrocutée. Qu'est-ce qu'un contact direct? Très simple, un contact direct, c'est la personne où elle touche une partie active d'un conducteur d'électricité. Très simple. Donc, quels sont les moyens de protection dans ce cas? Donc, les moyens de protection possibles, il faut isoler les conducteurs actifs, ça d'une part. D'autre part, il faut mettre la partie active de l'électricité dans un coffret ou bien dans un enveloppe et avec des barrières, etc., de protection dans un tableau. Troisièmement, il faut mettre mise hors portée les conducteurs actifs, ou bien rendre les conducteurs actifs, surtout les lignes aériennes qui sont nues, il faut les rendre inaccessibles. Quatrième moyen de protection, donc utiliser un moyen, un appareil de protection, et dans ce cas, utiliser un disjoncteur différentiel qui s'appelle DDR, par exemple de 30 mA de sensibilité. Qu'est-ce qu'un contact indirect? Un contact indirect, c'est la personne touche indirectement à travers la masse une partie active du conducteur. Les moyens de protection, donc deux types de moyens de protection. Le premier moyen, c'est d'utiliser la très basse tension, ça veut dire travailler avec la très basse tension, séparer le circuit de puissance, le circuit de puissance par rapport au circuit de commande. Donc, vous alimentez le circuit de commande par très basse tension, 12 volts, 24 volts jusqu'à 48 volts, ça dépend du local, pour commander la partie puissance, 400 volts, 220 volts, ou bien autre tension qui est source de danger par rapport au corps humain. Donc la norme définit 3 potentiels limites de sécurité. En alternative, 50 pour un local sec, 25 pour local humide, 12 pour un local émergé. Et encore en continu, 120 pour un local sec, 50 pour un local humide et 25 pour un local émergé ou bien très humide. Deuxième moyen de protection, c'est l'association d'un disjoncteur différentiel ou bien un appareil de protection qui permet de déclencher lorsqu'il y a un défaut d'isolement ou bien un courant de fuite. Par exemple, cette installation, cette personne touche une phase. Supposons que le disjoncteur est fermé, cette personne touche une phase. Le corps humain il a une résistance de 5000 ohms. Donc le courant qui va traverser la personne, c'est si on néglige cette résistance devant 5000 ohms, devant la résistance du corps humain, donc je divise, 400 volts si entre deux phases, je dois la diviser par 3, je trouve 230. 230 divisé par 5000, ça va vous donner 46 000 ampères. C'est le courant qui va traverser le corps humain, la Terre, et revient vers le neutre. Donc il faut installer, dans ce cas, un disjoncteur différentiel de sensibilité qui doit être inférieur à 46 mA, par exemple 30 mA.
disjoncteur différentiel à courant résiduel, DDR, c'est ce qu'on appelle DDR. Qu'est-ce qu'un disjoncteur différentiel? Le disjoncteur différentiel magnétothermique, s'il porte ce nom magnétothermique, ça veut dire qu'il protège contre les courts-circuits, les défauts de court-circuit et les défauts de surcharge. En plus, il possède un déclencheur différentiel à courant résiduel DDR, qui a pour rôle, donc, comme j'ai dit, assurer la protection contre les défauts de court-circuit et contre les défauts de surcharge. En plus, puisqu'il possède un déclencheur différentiel, il protège les personnes contre les défauts d'isolement ou bien les contacts directs et indirects, ce qu'on appelle les défauts de masse. Le symbole avec schéma unifilaire, ça c'est le symbole seulement du disjoncteur différentiel, déclencheur différentiel, et ça c'est le symbole du disjoncteur différentiel magnétothermique. Le symbole du différentiel, c'est un tore, comme ça. Déclencheur magnétique, protection contre les court-circuits. Déclencheur magnétique, protection contre les défauts de court-circuit. Et déclencheur thermique, protection contre les surcharges. Exemple de disjoncteur. Constitution et principe de fonction d'un disjoncteur différentiel ou bien un déclencheur différentiel. Un disjoncteur différentiel est constitué des parties suivantes. Bouton marche, bouton d'arrêt, bouton marche, les contacts, le relais thermique, le déclencheur thermique qui protège contre les défauts de surcharge, le relais magnétique qui protège contre les défauts de court-circuit, le tore, ça c'est le déclencheur différentiel qui va protéger tout ce système-là. C'est lui le responsable de la protection des personnes contre les défauts de masse, ou bien les contacts directs et indirects. Deux bobines, bobine phase, bobine neutre. Une petite bobine sonde, bien, qui détecte la différence du courant entre la bobine phase et la bobine neutre. Relais de déclenchement qui permet de déclencher les contacts. Le récepteur. Comment ça fonctionne? Supposons qu'il n'y a pas de défaut d'isolement. Ça veut dire que le courant est D égale à 0. Si le courant est D égale à 0, donc le courant qui traverse la bobine 9 égale le courant qui traverse la bobine 8. Le flux magnétique créé dans le circuit magnétique torique égale à 0. La force électromotrice au bord de la bobine sonde est égale à 0. Donc le relais est désexcité, pas de déclenchement. Le disjoncteur fonctionne normalement. S'il y a un défaut d'isolement, un défaut de masse, ça veut dire ED différent de 0. Donc ce courant qui traverse cette bobine est différent, ou bien supérieur à celui qui traverse la bobine 8. Donc il y a une différence des courants. Et bien sûr, création d'un flux magnétique dans le circuit torique. Ce flux il va engendrer une force électromotrice E au bord de la bobine sonde qui va exciter le relais, qui va déclencher les contacts, donc ouverture des contacts, circuit ouvert. Voilà le principe de fonctionnement que je viens d'expliquer. Sensibilité DDR. Quelques exemples de sensibilité normalisée, donc vous trouvez en fonction des résistances des prises de terre. Donc je reviens tout à l'heure pour expliquer comment réaliser une prise de terre. 1000 mA, 650 mA, donc jusqu'à 10 mA. Vous voyez la sensibilité des disjoncteurs différentiels, tant que sa valeur est très faible, tant que le disjoncteur est plus sensible et son coût est plus élevé. Comment on réalise une prise de terre? Donc c'est très simple. On prend une tige ou bien un piquet en cuivre, à peu près de 80 cm jusqu'à 1 mètre, et la percer dans la terre. Donc, j'obtiens une prise de terre. Donc, je peux la relier à travers
vers, par exemple, le neutre. Comment savoir la résistance de cette prise de terre? C'est impossible. Avec une seule prise de terre, c'est impossible de mesurer sa résistance. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On installe une autre prise de terre, on réalise une autre prise de terre. Donc, je tiens deux prises de terre. Dans ce cas, je peux mesurer la résistance des deux prises de terre. Je note ici RA, RB. Donc, je mesure RA plus RB entre ces deux bornes. Par exemple, 1 mètre. Bien, j'utilise la méthode voltampérométrique. Donc, je mesure la somme et finalement, je divise par 2 la valeur mesurée, je la divise par 2 pour l'affecter à RA et RB. RA égale à la somme sur 2 égale à RB. Voilà, donc c'est très simple. Soit vous utilisez des piquets, soit vous utilisez des grillages en cuivre. Voilà. Remarque. Bon, la condition de protection, il faut que le courant de défaut soit supérieur ou égal à la sensibilité des disjoncteurs différentiels. Mais pratiquement, le déclenchement des disjoncteurs différentiels, ça commence à partir de I delta n sur 2 jusqu'à I delta n. Ça, c'est une remarque pratique. Donc, règle à respecter. Il faut relier le neutre de l'installation vers la Terre, donc réaliser une prise de terre du neutre, interconnecter les masses des récepteurs avec un fil et créer une autre prise de terre qui s'appelle prise de terre des masses. Et placer votre disjoncteur différentiel à courant résiduel, DDR, pour avoir une protection complète pour protéger les personnes contre les contacts directs et indirects. Donc, 3 choses sont indispensables. Prise de terre du neutre, prise de terre des masses, DDR. La condition de protection, il faut que E delta N soit inférieur ou égal à le potentiel limite de sécurité divisé par RA, c'est la prise de terre des masses. Voilà, merci, à la prochaine vidéo.